Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 2 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les différents single issues que j'ai eu dans la semaine. Gros programme cette semaine, avec au sommaire les nouvelles séries Ghost Machine, Geiger, Redcoat, Rook Exodus, l'univers installé par Jeff Jones évidemment. On parlera également d'une série Batman Black Label, à savoir Batman Dark Age de Mark Russell et Michael Red, l'équipe qui avait été sur Superman Space Age juste avant. On en profitera également pour parler des autres séries Black Label de Batman. On parlera ensuite de Poison Ivy de J. Willow Wilson et de Marcio Takara, les épisodes 19 à 21, durant lesquels on vous raconte l'origine de Pamela Isley. Et on terminera avec deux séries indépendantes, le numéro 17 de Kaya de Wes Craig et le numéro 7 de Sacrificers de Rick Remender et Max Fiumara. Donc gros programme chargé cette semaine. Donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps en commençant directement par un petit peu l'événement de ce début du mois d'avril, à savoir 3 séries Ghost Machine qui étaient lancées, Geiger, Redcoat et Rook Exodus. Avant de vous parler de ces 3 séries, il faut revenir un petit peu sur la genèse de cette construction d'univers. C'est un petit peu un faux départ quand même pour Jeff Jones et toute sa bande, puisque il y avait une première tentative du coup en fin 2021, avec Geiger, qui était sorti dès octobre 2021, si je vous présente le TPB. On avait ensuite eu en février 2022 un Geiger 80 pages spécial. Donc, dans ce 80 pages spécial, Jeff Jones étendait un petit peu son univers. Il nous présentait Las Vegas et les différentes sphères du pouvoir qui s'y trouvaient là-bas, avec différents personnages, avec plein de choses. Et on nous annonçait notamment la série Redcoat en 2022. Donc, petit retard à l'allumage, un petit faux départ pour l'univers qui s'appelait à l'époque Mad Ghost. Donc, on a vu que cet univers Mad Ghost avait été rebaptisé ensuite. Avant ça, il y a eu quand même la série Junkyard Joe. Junkyard Joe entre fin 2022 et 2023. Donc là, voilà, je vous présente quelques issues. C'est une série très agréable, très sympathique. Donc Junkyard Joe qu'on avait déjà croisé dans le Geiger. Et là, on nous explique un petit peu son origine et son impact encore dans le monde moderne. Et voilà, ce personnage qui est devenu aussi un personnage de dessin animé dont raffolent les enfants. Alors vraiment, ça, c'était vraiment très sympa. On a eu fin 2023 2 épisodes de Geiger Ground Zero, qui revenait un petit peu sur les origines de Tariq Geiger, sur justement le moment où il a eu ses pouvoirs et comment le docteur Molotov va l'aider à les canaliser, les maintenir et apprendre à les maîtriser. Donc c'était plutôt sympathique, pas indispensable, mais plutôt sympathique. Et forcément, début 2024 est sorti le Ghost Machine que je vous avais déjà rapidement présenté dans la première émission sur les formats édition VO. Donc Ghost Machine, c'est quoi? C'est une sorte de catalogue qui vous présentait un petit peu justement les séries à venir. Donc on nous présentait, justement au cas où vous ne le connaissez pas encore, le personnage de Geiger. On nous présentait également, forcément, un petit peu les 3 séries à venir. Donc le personnage également de Redcoat, avec notamment ici un personnage très important qu'il va rencontrer en 1892, un jeune garçon qui parle allemand, dont il va être question dans Redcoat numéro 1. Et je voulais absolument également vous montrer une case, ici. Ça, c'est quelque chose qui se produira absolument pas. Donc là, on a une sorte de foreshadowing, un petit peu de Jeff Jones nous tease un petit peu ce qui va se passer dans le numéro 1 de Redcoat, sauf que ça se passera pas du tout comme ça. Le personnage de Redcoat ne se retrouvera jamais dans cette situation, donc il y a un manque de sérieux et de cohérence dans l'établissement de son univers là. Là, Jeff Jones, il a un peu déconné, je trouve. Donc voilà, on nous présentait également forcément la 3e série à venir, à savoir Rook Exodus. Donc toujours scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Jason Fabok. Ça claque fort. C'est vraiment très beau. Et donc en gros, voilà, dans Ghost Machine, vous aviez notamment à la fin une sorte de calendrier des séries à venir. Donc vous avez ici les 3 séries Geiger, Redcoat et Rook Exodus dont on va parler dans un instant. Donc qui sont sorties début avril. Et vous avez ici 6 séries, à savoir Devo, First Ghost, Hornsby and Hallow, Hyde Street, Rocketfellas et Soulless. Toutes ces séries verront le jour normalement au mois d'octobre. À savoir que 2 de ces séries, qui ont eu leur preview dans ce Ghost Machine, Hornsby and Hallow et Rocketfellas, sont scénarisées par Peter J. Tomasi, sont beaucoup plus axés sur la famille et des circonstances un peu exceptionnelles ou super-héroïques au sein d'une famille qui a priori est ordinaire. Plutôt sympathique ces pages preview à voir, mais c'est des séries qui devraient arriver qu'en octobre. Donc là, on va plutôt s'intéresser, comme je vous le disais, aux 3 séries, donc Geiger, Redcoat et Rook Exodus. On commence par
Geyer. Donc Geyer, Jeff Jones et Gary Frank. Donc c'est un petit peu la troisième série, comme je vous le dis, après Geyer, Gargoyle Ground Zero et la deuxième série Geyer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Geyer numéro 1 ? Eh bien, c'est la suite directe des 4 pages qui étaient présentes dans Ghost Machine, à savoir que vous avez ici donc le Nuclear Knight qui va suivre Geyer dans ses aventures. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode. Il se passe franchement pas grand-chose. C'est plutôt joli, hein. C'est un bon travail de Gary Frank, même si je trouve pas que ce soit un de ses meilleurs travaux, mais enfin ça reste très 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 plaisant et très agréable à parcourir ces planches. Mais c'est extrêmement décompressé. Vous avez par exemple 2 doubles pages de suite, hein, notamment pour l'apparition titre, hein. Merci Jeff Jones. Et vous avez ça juste derrière. Donc vous avez quand même 2 doubles splash pages, donc 4 pages sur 24, qui sont déjà mangées comme ça. Donc c'est un épisode qui se lit très vite, hein. Voilà, vous avez ce genre de planche quand même. Ça fait un peu vide, alors c'est joli mais c'est vide. Et ça se lit extrêmement vite, et on n'apprend quasiment rien, si ce n'est la dernière planche, qui est une sorte d'épilogue, vous savez, comme on pouvait avoir à l'époque chez Marvel ou chez DC, pour les différentes menaces à venir. Là, il y a une menace à venir qui est teasée, et qui est franchement sympa. Mais c'est la chose chouette de l'épisode, et c'est tout, quoi. Donc pour moi, c'est une énorme déception que ce Geyer numéro 1, que j'ai trouvé assez creux. On enchaîne avec Redcoat. Redcoat, ici, je vous présente la variante cover de Ivan Rice. Alors là, j'ai un petit peu déconné, puisque je n'avais pas compris que la cover B, c'était une connected, enfin, c'était 3 connected variants, en fait, de Ivan Rice, pour, donc, Redcoat, Geyer et Rook Exodus. Ça vous fait une jolie connected covers à 3 comme ça. Donc, évidemment, il va falloir que je me les procure, hein, parce que je suis un pigeon. Et donc, ce Redcoat numéro 1, que je vais devoir racheter, mon dieu, ça raconte quoi ? Ça raconte, pareil, la suite de Ghost Machine et l'histoire de Simon Pure, le mal nommé, évidemment. Simon Pure, c'est un personnage qui a acquis des pouvoirs qui lui confèrent une immortalité. Donc en gros, voilà, c'est un personnage immortel qui va se balader dans les différentes époques, hein, sachant qu'il a acquis son immortalité en 1776, donc en pleine guerre d'indépendance. Et c'est pour ça qu'il a ce Redcoat, justement. Quand je vous disais tout à l'heure que ça n'allait pas du tout se passer de la même manière, la manière dont il acquiert ses pouvoirs, voilà, c'est pas lui qui est assis sur cette table qui va subir l'expérience, c'est quelqu'un d'autre, et lui il va avoir un petit peu un accident, et il va acquérir ses pouvoirs, mais c'était pas du tout prévu ainsi. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà vu au cinéma, que vous avez déjà lu dans la littérature, ou même dans les bandes dessinées, je pense, cet immortel qui traverse les âges, avec forcément ses problématiques, ses avantages et ses inconvénients. Honnêtement, Simon Pure, c'est un personnage assez détestable. Hein. Ah, c'est même un gros con, c'est un gros connard. C'est un petit peu, si vous voulez, Jack de tous les contes dans Fable, mais en plus relou et en moins intéressant. Déjà, Jack of Fables, donc, avait été une série en 50 épisodes, hein, qui était un spin-off de Fable. On suivait ce personnage de Jack qui était détestable, qui partout où il passait rendait les femmes malheureuses, piquait de l'argent quand il pouvait, enfin un escroc, quelqu'un qui a des mœurs douteuses. Voilà, un être de la pire espèce, quoi. Mais Jack of Fable était quand même... C'était pas une série géniale, hein, ça valait pas Fable, loin de là. Mais c'est une série qui fonctionnait quand même grâce à ses personnages secondaires. Donc j'espère que ça va être le cas ici. Parce que tout l'intérêt de cet épisode, parce qu'honnêtement j'ai pas aimé cet épisode, je me suis franchement ennuyé. Et tout l'intérêt de cet épisode, c'est l'alliance qu'il va faire avec un personnage qui nous avait été teasé dans Ghost Machine. Donc voilà, ce petit garçon qui parle allemand. Donc, c'était ce numéro 1 de Redcoat, j'ai pas aimé du tout. Voilà, je vous dis franchement, j'ai trouvé ça assez désagréable à la lecture, et il se passait pas grand chose. Et un Brian Hitch plutôt en forme pourtant. Voilà. On termine sur ces 3 séries avec Rook Exodus. Donc, toujours Jeff Jones au scénario, mais cette fois Jason Fabok. Alors, ici, vous avez une magnifique wraparound cover. Et une des premières choses à dire, alors c'est déjà une longue issue, c'est une issue de 48 pages. Et une des premières choses à dire, c'est quand même que c'est magnifique. Les dessins de Jason Fabok, là, franchement, ils caressent la rétine, ils éclatent les pupilles. C'est la grosse claque. Voilà. C'est vraiment très très beau. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu un
un épisode d'exposition de 48 pages, quoi. En 4 pages, vous avez déjà un petit peu raconté, en fait, les personnages principaux et la situation un peu particulière qui se passait sur Exodus, justement. Et ben là, vous avez, évidemment, on rentre un petit peu dans les détails, vous avez... voilà, vous avez un petit peu une explication des personnages, un petit flashback qui est très sympathique. Mais sinon, on n'avance pas énormément dans le récit, je trouve. Et c'est vraiment très chouette. Vous avez un cliffhanger plutôt sympa, mais c'est vraiment surtout très beau. Parce qu'autrement, on peut pas dire qu'il se passe énormément de choses dans l'épisode. Donc voilà, mais par contre, c'est quand même forcément des 3 séries, c'est celle quand même qui tire son épingle du jeu. C'est quand même, je trouve, un épisode qui était assez agréable à lire. Même s'il se passait pas grand chose, c'était une expédition très agréable avec un cliffhanger qui est franchement, qui tient ses promesses et qui donne envie de lire le numéro 2. Donc à la limite, ce Rook Exodus, plutôt pas mal. Une assez bonne lecture. Donc voilà pour le bilan de ces séries Ghost Machine. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est une énorme déception. Geiger, franchement pas terrible du tout, il se passe rien. Redcoat, que j'ai pas aimé du tout. Et ce Rook Exodus, plutôt pas mal. Donc voilà. On enchaîne avec Batman Dark Age. Alors Batman Dark Age de Mark Russell et de Michael Red. C'est l'équipe qui avait déjà œuvré sur Superman Space Age. Superman Space Age, alors, moi c'était un énorme coup de cœur que ce comics. J'ai énormément aimé. J'en ai parlé dans le Saturday Night Geek Live, le SNGL, sur la chaîne de Julie Nico. On a passé un super moment, on a bien rigolé. N'hésitez pas à y aller, aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est un peu une fresque de Superman à travers les âges, mais tout en y rajoutant une sorte de continuité d'ici en faisant le lien. C'est vraiment, c'était hyper agréable à lire. Ça posait aussi des questions de ce que Superman, un petit peu, les questions que lui pouvait se poser, à savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et quelles sont les limites de l'homme d'acier, pourtant, voilà, cet homme au pouvoir illimité. Donc c'était vraiment un super comics que j'ai adoré. 3 issues de 80 pages. Ici, pour ce Batman Dark Age, vous voyez, il y a quand même un lien en plus qui est assez sympa. Tac. Hop, parce que ça, c'est la cover régulière. Hein, parce que ça, je vous ai pas montré, mais c'est la cover variante de Yannick Paquette. Donc, ce Batman Dark Age, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va vous raconter un petit peu toute la jeunesse de Bruce Wayne jusqu'à les premiers pas de Batman. En fait, si vous voulez, on est en 2030 à Gotham. Et on a Bruce Wayne qui est en maison de retraite, qui est plus loin du tout de la sénilité, il commence à perdre la mémoire. Donc on lui propose justement de les écrire, ces mémoires, et de raconter un petit peu toute son enfance. Donc on commence en 1957 avec le jeune Bruce, qui a l'air heureux, qui est élevé par ses parents, jusqu'à évidemment le drame et le trauma que l'on connaît. Il va évidemment ensuite être élevé par Alfred, le meilleur père de substitut qu'il existe, hein. Notre père de substitut à tous, hein, n'est-ce pas? Merci Tom King. Et du coup, forcément, on va voir un petit peu les éléments marquants, même si c'est pas forcément les mêmes événements exactement retranscrits tels que vous les connaissez peut-être par rapport aux origines de Batman. Et on va arriver aussi en 1963, où là Bruce Wayne est beaucoup plus turbulent, parce qu'il a beaucoup plus de mal à accepter et à affronter le terrible événement qui lui est arrivé. Évidemment, il va faire des rencontres avec des personnages bien connus de l'univers DC Comics et de l'univers de Batman en particulier ou de Gotham. Alors des interactions vraiment superbes. Et du coup, c'est un petit peu tout ça qui va nous être raconté. Voilà, ce Gotham des années 60 et ce Bruce Wayne qui va grandir pour essayer d'affronter son traumatisme et puis peut-être comment et pourquoi il va vouloir endosser ce costume de vigilante nocturne, à savoir évidemment endosser le costume de Batman. Dans Dark Age, c'était un énorme coup de cœur. C'est vraiment un épisode que j'ai trouvé génial. 48 pages, comme Rook Exodus. Pourtant, il se passe énormément de choses. On s'ennuie pas une seconde, beaucoup de thématiques. Un super cliffhanger. Un cliffhanger qui donne tout son sens à la lecture de la série, voire même à la lecture de la série précédente. Donc voilà, vraiment Batman Dark Age, un énorme coup de cœur. J'ai trouvé ça génial. J'avais dit que je voulais en profiter rapidement pour vous parler des différentes séries Batman du Black Label. J'en ai profité également pour lire le numéro 3 de Batman City of Madness de Christian Ward. Alors là, vous avez une cover de Bill Sienkiewicz. D'ailleurs, j'ai pris que les covers de Bill Sienkiewicz. Ça, c'est la cover du numéro 1. La cover du numéro 2. Et donc, je vous remontre la cover du numéro 3.
Donc City of Madness, c'est quoi? Donc c'est de Christian Ward. Je vous en parle très rapidement. C'est en gros... En fait, c'est ce qui est assez intéressant, c'est comme pour Superman Space Age, c'est un récit Black Label, donc a priori hors continuité, mais comme pour Space Age, il faut quand même un petit peu connaître sa continuité d'ici, en fait. Parce que vous avez des différents événements, des différents events, ou différentes choses qui sont passées dans les runs, qu'il faut quand même un petit peu connaître. Comme par exemple, il est question, en fait, dans ce City of Madness, de la cour des hiboux. Donc il faut connaître un petit peu ce que c'est la cour des hiboux. Donc voilà, il faut aussi savoir un petit peu ce qui est arrivé aux différents membres de la Bat Family. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut connaître avant d'attaquer ce City of Madness, même si vous pouvez apprécier ce récit sans savoir tout ça, hein. C'est pas un problème. Donc City of Madness, c'est quoi? C'est un petit peu, il y a un Gotham de surface et un Gotham Below. Ce Gotham Below qui aurait été protégé depuis des générations par la cour des hiboux, hein. Évidemment, ce qui s'y trouve est une sorte de miroir déformant, plus monstrueux, plus abyssal de toute la population de Gotham. Évidemment, cette population, ou en tout cas certains membres de Gotham Below, vont s'échapper et vont rejoindre le Gotham de la surface. Du coup, on va avoir la cour des hiboux qui va faire appel au Batman de la surface pour rattraper ce Batman Below, en gros. Il y avait un premier épisode qui était super haletant, super intriguant. Petite baisse de niveau dans les épisodes suivants, mais au global, ça reste franchement un très bon récit et une lecture que je recommande, ce Batman City of Madness. Il y a eu également, dans le Black Label, The Batman First Night de Dan Jurgens et Mike Perkins, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, le numéro 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore reçu, je devrais le recevoir bientôt. Et dès que je le reçois, de toute façon, j'en parle dans un issue de secours. C'est une évidence. Batman First Night, c'est quoi? C'est vraiment splendide. C'est une immersion dans le Gotham de 1939-1940. C'est un comics d'époque, en quelque sorte. Voilà, vous avez vraiment Bruce Wayne et Batman, les premiers pas. Les premiers pas de Bruce Wayne et de Batman, c'est vraiment super chouette. C'est très beau. C'est un travail de Mike Perkins que je trouve absolument incroyable. Et donc voilà, vous avez une enquête autour d'un meurtre, des meurtres des plus hauts dignitaires de Gotham. Et donc il y a Batman qui va enquêter évidemment avec le commissaire Gordon. Donc c'est vraiment génial. Vous avez aussi des thématiques de l'époque, à savoir par exemple les maisons closes, la peine de mort. Donc vraiment c'est un comics que je recommande très fortement. C'est un énorme coup de cœur qu'on a eu et dont on parlera bientôt dans l'émission d'Encre des Bulles avec Myphobia. Et je voulais vous parler de sans doute la série Black Label que pour l'instant que j'ai préférée, qui est un énorme coup de cœur. C'est Batman Gargoyle of Gotham de Raphaël Grampa, qui est sorti fin 2023, le premier numéro. Je crois que le deuxième est sorti début 2024. C'est un énorme coup de cœur. C'est un comic que je trouve déjà magnifiquement illustré, très immersif, avec ses zones, avec ses touches de couleurs un peu sombres, un peu rougeâtres, un peu... Enfin, c'est vraiment super beau. Et en plus, les thématiques abordées sont géniales. On parle beaucoup de violence et comment elle peut être perçue, la violence de Gotham, la violence que chacun ressent en lui. Ça parle également de dessins animés, ça parle aussi de Batman qui veut se débarrasser de l'entité de Bruce Wayne. C'est quelque chose qui a déjà été abordé dans différents runs, notamment celui de Grant Morrison, où Batman pense que Bruce Wayne est un obstacle, un frein dans sa mission ou sa croisade contre le crime. Donc voilà, ça c'est un énorme coup de cœur. Donc voilà pour ce petit passage en revue des différents Batman Black Label. On continue avec Poison Ivy. Poison Ivy, donc je vous disais les épisodes 19 à 21. Sachant que je crois que le tome 3 de Poison Ivy vient de sortir chez Urban Comics, et que je crois, reprend les épisodes 13 à 18. Donc le troisième arc. Donc là on a le début du quatrième arc du coup. Donc Poison Ivy numéro 19, donc une cover de Jessica Fong, une cover régulière. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, ça vous raconte les origines de Pamela Isley, part 1 of 3. Et oui, c'est en 3 parties cet arc. Et ici vous avez le deuxième épisode, le numéro 20, avec ici une variante cover de Yannick Paquette. Encore lui, j'adore Yannick Paquette. Et il faut noter aussi quand même que maintenant de plus en plus chez DC, donc vous avez la variante cover et juste derrière vous avez la cover régulière. Donc voilà, si vous hésitez à prendre la cover régulière ou la variante, prenez la variante quand même, puisque vous avez la régulière derrière. Puis le numéro 21, donc la troisième et dernière partie de ce Poison Ivy, Pamela Isley, de Secret Origins. Donc qu'est-ce que ça raconte un petit peu ce Poison Ivy? Ces 3 épisodes de Poison Ivy 19 à 21, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les origines de Pamela Isley. Oui, parce qu'il y avait un énorme cliffhanger à l'issue du numéro 18, et du coup,
on fait un petit peu un flashback. Poison Ivy nous raconte un petit peu ses années de jeunesse et sa jeunesse étudiante, notamment durant laquelle elle va être une étudiante brillante de botanique. Elle va rencontrer d'autres étudiants brillants, notamment Alec Holland, et leur professeur va être nul autre que Jason Woodrue. Si ça vous dit quelque chose, ces noms, Alec Holland, Jason Woodrue, c'est normal, notamment si vous suivez Swamp Thing. Donc, ça va vous raconter ça, cette rencontre justement, ces expériences qu'ils vont mener, notamment en comprenant qu'il y a des ADN en commun entre les plantes et les animaux. Ils vont donc avoir envie de mener des expériences un petit peu audacieuses, mais peut-être un peu risquées. Et ils vont pas forcément avoir l'approbation des comités scientifiques. Ils vont avoir beaucoup de mal pour trouver les fonds dont ils ont besoin pour mener leur expérience à bien. Donc voilà, c'est un arc que j'ai trouvé génial, que je trouvais vraiment super et très pertinent, finalement, dans ce qui était raconté. On comprend pourquoi Poison Ivy nous raconte ça. Elle nous raconte comment Pamela Isley est devenue Poison Ivy, les différents choix qu'elle a dû faire, les bons comme les mauvais, qui nous amènent dans la situation actuelle, que évidemment je ne vais pas vous révéler, mais du coup que je trouve plutôt justifiée. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial. Là, je vous montre les planches de Marcio Takara. Je trouve que c'est un artiste qui s'affirme de plus en plus et qui prend de plus en plus confiance. C'est vraiment super beau. Il arrive aussi bien à faire des planches très lumineuses comme des planches sombres, des choses légères et agréables comme des choses menaçantes et inquiétantes. Vraiment, pour moi, c'était quelque chose de génial. Donc vraiment, voilà, cet arc en 3 sur les origines de Pamela Isley, 19-20-21, c'est un énorme coup de cœur. De toute façon, Poison Ivy, je pense que c'est la série d'ici que je préfère suivre actuellement. Donc voilà, c'est excellent. Allez, on enchaîne et on termine avec 2 séries indépendantes. Tout d'abord, le numéro 17 de Kaya, de Wes Craig. Alors Wes Craig, c'est évidemment le dessinateur qui a œuvré aux côtés de Rick Remender sur l'excellente série Deadly Class. C'est vraiment quelqu'un qui avait proposé des planches très dynamiques, très explosives, avec des compositions très audacieuses. Alors Kaya, c'est quoi ? Ça parle de cette jeune fille, Kaya, et son petit frère, Jean, qui vont un petit peu... c'est un comics d'aventure, d'heroic fantasy en quelque sorte, où ils vont devoir fuir un petit peu leur village qui a été complètement détruit, ainsi que ce sont les derniers survivants de leur espèce. Et on va donc avoir une espèce de road trip comme ça, où ils vont parcourir les différents pays, les différentes contrées de cet univers. Et c'est vraiment très agréable à suivre parce que vous avez une teinte de couleur spécifique pour chaque arc. Ici, notamment dans cet épisode, vous avez beaucoup de rouge. Et là, pour le compte, la Wes Craig, il se lâche à nouveau. On a des propositions de planches qui sont assez folles, assez audacieuses, mais qui sont justifiées un petit peu par les événements de cet épisode et par la narration. Mais c'est vraiment super beau. Le seul petit bémol que je mettrais à cet épisode, c'est qu'il se lit extrêmement vite. 4 minutes chrono, franchement. Donc encore un épisode très... Alors c'est vrai qu'il est axé action, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais encore une fois, c'est très décompressé. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, même si c'est très beau. Et du coup, c'est une autre chose dont on parlera bientôt dans une émission d'Encre et de Bulle aussi, justement, sur l'évolution des comics à travers les âges, la manière dont on peut avoir des comics beaucoup plus denses dans une certaine période, et certains comics peut-être très décompressés parfois, quoi. Après, ça reste très beau, ça reste très chouette. Moi, c'est une série que je recommande, qui arrive bientôt chez Urban d'ailleurs, Kaya. C'est vraiment excellent, c'est très frais, c'est très chouette. Et on termine par Sacrificers, le numéro 7 de Rick Remender et de Max Fiumara. Alors Sacrificers, je ne vais pas vous le cacher, c'est un énorme coup de cœur. Là, le numéro 7, c'est le premier épisode du 2e arc. On avait déjà eu un arc en 6. Donc Sacrificers, c'est quoi ? Si vous voulez, vous êtes dans un univers de divinité. Vous êtes dans un monde, comme vous pouvez le voir là, avec l'apparition de titre, une espèce de carte, où en fait, vous avez un monde régi par 2 divinités principales, un peu le soleil et la lune, donc Sol et Luna, et on va suivre leur fille, la princesse Soluna, qui est évidemment la fille de ces 2 divinités. Et évidemment, Sacrificers oblige, on va voir aussi que pour que ce monde perdure et tourne comme il tourne, chaque famille doit envoyer un de leurs enfants en sacrifice. En sacrifice à quoi ? Pourquoi ? Ça, je ne peux pas vous le révéler. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez troublant, d'assez poignant et d'assez intriguant, globalement. Cet épisode ne déroge pas à la règle, il est extraordinaire. Moi, j'aime énormément cette série. En plus, on a un épisode assez particulier où, si vous voulez, on a une narration
très chouette, très agréable, très jovial, avec des mots très optimistes, alors que ce qu'on vous montre, c'est absolument terrible. Donc on a cette espèce de, voilà, de contradiction, de inadéquation, qui est à la fois efficace et à la fois un peu perturbante à la lecture. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est chouette. On avait un cliffhanger dans le numéro 6 qui était incroyable, et on a dû attendre quelques mois, parce qu'il y a eu une petite pause de 2-3 mois entre les deux arcs. Mais alors là, le cliffhanger de ce numéro 7, il est tout aussi fou. Et il y a fort à parier qu'à mon avis, les cliffs des numéros 6 et numéro 7 vont finir par se rejoindre. Sûrement dans l'épisode 8. Donc vraiment, moi, Sacrificers, c'est une série que je recommande très 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 chaudement, qui arrive bientôt en grand format chez Urban. C'est génial. C'est une série que je trouve absolument folle. Voilà. Voilà, donc comme je vous le disais, un programme très chargé cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses à dire. Donc 3 coups de cœur, à savoir Batman Dark Age, Poison Ivy et Sacrificers. Et une déception majeure, à savoir les séries Ghost Machine, surtout Geiger et Redcoat, parce que Rogue Exodus, franchement, s'en tire pas si mal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à lâcher un petit pouce ou vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain à 18h pour l'émission d'Encre de Bulle. Et sinon, à dimanche prochain pour le numéro 3 de Issue de Secours. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et de très bonnes lectures. Allez, salut!